Ruiné, un millionnaire a donné ses derniers billets à une fille qui vendait des roses dans le parc. « Monsieur, je sais qui peut vous aider. » Elle se figea en entendant le nom que la fillette prononça. Le vent glacial de février balayait les rues de Paris, et Étienne Durand resserra son manteau usé autour de lui. Autrefois, ce vêtement avait été un costume de grande maison, taillé sur mesure pour un homme puissant. Aujourd'hui, il pendait sur ses épaules comme un souvenir d'un passé révolu. Ses doigts étaient engourdis, et l'humidité du fleuve rendait le froid encore plus cruel. Il ne savait plus exactement depuis combien de temps il était assis sur ce banc du parc, à observer une ville qui ne semblait plus être la sienne. Paris, la ville lumière, brillait toujours, mais désormais sans lui. Les voitures défilaient sans se soucier de sa présence. Les cafés étaient pleins de conversations feutrées, de rires retenus derrière des vitres embuées. Tout cela lui paraissait lointain, comme un monde auquel il n'appartenait plus. Il glissa une main dans la poche intérieure de son manteau et en sentit le contenu. Quelques billets froissés, ces derniers. Pas de quoi changer sa situation, mais il les gardait, comme si ces quelques euros suffisaient à préserver un semblant de dignité. Il ferma les yeux et tenta de se souvenir de la dernière fois où il avait eu le contrôle de sa vie. Son nom, Durand, avait autrefois signifié quelque chose dans cette ville. Il avait été un homme d'affaires influent, un visionnaire, un pilier du monde financier. Une fortune inébranlable, pensait-il, jusqu'à ce que tout s'effondre. Cela avait commencé par des affaires qui tournèrent mal, des investissements qui ne rapportaient en plus. Puis étaient venus les accusations, les procès, les créanciers impitoyables, une chute rapide et brutale. Il avait vu les portes de son monde se fermer une à une, les mains se détournaient, les regards se détournaient aussi. Ses amis avaient disparu avec sa fortune. Son prestige s'était évaporé comme un mirage, et avec lui, tout ce qui donnait un sens à son existence. Il ouvrit les yeux. Une silhouette attira son attention. Une petite fille, pas plus de 10 ans, se tenait à quelques mètres de lui. Elle portait une robe trop fine pour la saison, sous un manteau élimé. Dans ses mains, elle tenait un bouquet de roses, qu'elle essayait de vendre aux passants avec une voix douce mais insistante. Personne ne s'arrêtait. Les gens détournèrent le regard, pressant le pas. Paris n'avait pas de place pour les faibles, il le savait mieux que quiconque. Le regard d'Étienne suivit la fillette. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle le fascinait. Peut-être parce qu'elle aussi semblait invisible aux yeux des autres, peut-être parce qu'il se reconnaissait en elle. Elle finit par s'approcher de lui, le fixant de ses grands yeux sombres. « Monsieur, vous voulez une rose ?» Sa voix était claire, teintée d'un accent qu'il n'arrivait pas à situer. Il baissa les yeux sur les fleurs. Fraîches, délicates, d'un rouge éclatant. Il n'avait aucune raison d'acheter une rose. Plus rien à offrir à personne. Pourtant, sans réfléchir, il glissa la main dans sa poche et sortit ses derniers billets. Il les tendit à la fillette, qui le regarda avec surprise. « Prenez, gardez tout. » Elle hésita, les yeux écarquillés. « Mais, monsieur, c'est trop... » Il esquissa un sourire fatigué. « Je n'en ai plus besoin. » Elle serra les billets dans sa petite main et sembla réfléchir un instant. Puis, au lieu de s'éloigner, elle le regarda droit dans les yeux et prononça une phrase qui le figea sur place. « Monsieur, je sais qui peut vous aider. » Étienne haussa un sourcil. Il voulut répondre, mais aucun mot ne vint. Comment une enfant pouvait-elle dire une chose pareille? Une brise plus froide souffla entre eux. Il sentit un frisson parcourir son échine, sans savoir si c'était à cause du froid ou de ses paroles inattendues. Étienne resta un moment interdit, face aux paroles de la fillette. Il avait du mal à entendre. Comment une enfant vendant des roses dans un parc pouvait-elle prétendre savoir qui pouvait l'aider? L'idée même était absurde. Il fronça les sourcils et la détailla plus attentivement. Elle ne semblait ni moqueuse ni malicieuse, seulement sérieuse, comme si elle venait de lui révéler une vérité inébranlable. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle tenait toujours les billets froissés dans sa main, comme si elle hésitait à les ranger, comme si elle pesait encore le poids de son geste. Finalement, elle releva les yeux vers lui et répéta, d'une voix plus basse mais tout aussi assurée. « Je sais qui peut vous aider. » Il secoua la tête, à la fois agacé et intrigué. « Écoute, petite, personne ne peut m'aider. »« Si, » insista-t-elle. Sa certitude le déstabilisa plus qu'il ne voulait l'admettre. Il se redressa légèrement sur le banc, cherchant à percer le mystère de cette gamine.
Son visage lui était inconnu. Pourtant, il avait la curieuse sensation qu'elle le connaissait, lui. Et qui serait cette personne censée m'aider? Elle pencha la tête sur le côté comme si elle hésitait à répondre. Puis, avec un naturel déconcertant, elle lâcha un nom. Margot Fournier. Le cœur d'Étienne rata un battement. Il sentit son estomac se nouer et ses mains se crisper sur le tissu élimé de son manteau. Ce nom, il n'avait pas été prononcé devant lui depuis des années. C'était un écho venu d'un passé qu'il s'était efforcé d'oublier, ou du moins de ne plus y penser. Margot Fournier. Une femme qui avait compté jadis, une femme qu'il n'avait pas revue depuis bien avant sa chute. Il fixa la fillette, essayant de comprendre ce qui se passait. « Comment connais-tu ce nom » demanda-t-il plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. La petite ne broncha pas. « Je le connais, c'est tout. » Ce n'était pas une réponse et il le savait. Une gamine qui vend des roses dans un parc n'avait aucune raison de connaître Margot Fournier. C'était une coïncidence impossible. Étienne sentit un trouble grandir en lui, mêlé à une pointe d'appréhension qu'il n'osait pas nommer. « Tu la connais personnellement ?»« Oui. » Il scruta son visage, cherchant une trace de mensonge. « Rien. »« Où est-elle » Elle plissa légèrement les lèvres, comme si elle se demandait jusqu'où elle devait parler. Puis, après une brève hésitation, elle répondit. « Elle travaille dans un hôtel, pas loin d'ici. Un hôtel. Margot, dans un hôtel. » C'était difficile à croire. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle n'avait rien d'une hôtelière. Elle était... Il s'interrompit. À vrai dire, il ne savait pas vraiment ce qu'elle était devenue. Leur histoire s'était terminée sur un silence, sur un éloignement inévitable et sur des choix qu'ils avaient faits séparément. Quel hôtel? La fillette sourit légèrement. Si je vous le dis, vous irez la voir? Il la fixa, surpris par cette question. Était-il prêt à affronter ce fantôme du passé? Qu'espérait-il trouver en allant voir Margot? Un secours miraculeux? Une réponse aux ruines de sa vie? C'était insensé. Mais il se surprit à répondre. Oui. La petite parut satisfaite. L'hôtel des Charmes, rue Saint-André-des-Arts. Étienne connaissait cette rue, une ruelle pavée du quartier latin, bordée de petits commerces et d'établissements discrets. Il visualisa mentalement l'endroit. L'hôtel ne lui disait rien, mais cela ne voulait rien dire. Il reporta son attention sur l'enfant. « Qui es-tu » Elle cligna des yeux, surprise par la question. « Léa. »« Léa quoi ?»« Léa Fournier. » Un frisson lui parcourut l'échine. Il recula légèrement sur le banc comme si elle venait de lui asséner un coup invisible. « Fournier ?» Elle hocha la tête. Le monde autour de lui sembla vaciller. « Léa Fournier. Léa... » Il la regarda avec plus d'attention. Ses traits, ce visage, cette expression qui lui rappelait vaguement quelqu'un. Était-ce possible? Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. « Vous devriez aller voir maman, dit-elle doucement. » Puis, sans attendre de réponse, elle serra les billets dans son poing et s'éloigna, son petit panier de roses ballottant légèrement au rythme de ses pas. Étienne la regarda partir, toujours sous le choc. Léa Fournier. Margot Fournier. Il resta immobile un long moment, incapable de démêler les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Puis, lentement, il se leva. Il n'avait nulle part où aller. Plus rien à perdre. Alors pourquoi pas? Le nom résonnait encore dans son esprit alors qu'il marchait dans les rues de Paris, le col de son manteau remonté pour se protéger du froid mordant. Margot Fournier. Ce n'était pas un hasard. Cela ne pouvait pas l'être. Cet enfant, Léa, connaissait son nom, connaissait Margot, et lui avait volontairement donné cette information. Mais pourquoi? Était-ce une simple coïncidence, ou quelque chose de plus profond? Ses pas résonnaient sur les pavés humides, et chaque coin de rue lui rappelait des souvenirs qu'il aurait préféré laisser enfouis. Margot appartenait à un autre temps, à une époque où il se croyait invincible, où il construisait son empire avec une ambition qui, il s'en rendait compte aujourd'hui, n'avait jamais eu de limite. Elle était une femme différente de toutes celles qu'il avait connues. Indépendante, intelligente, elle n'avait jamais cherché à profiter de sa richesse ou de son statut. C'était peut-être pour cela qu'il l'avait aimée. Il ne savait pas pourquoi il s'était éloigné. Ou plutôt, il refusait d'y penser. Leur relation avait été marquée par des non-dits, des décisions prises dans l'urgence, des priorités différentes. À l'époque, il croyait que tout pouvait attendre, que le succès devait passer avant le reste. Et puis, il y avait eu ce moment précis où il avait compris qu'elle était partie. Sans explication, sans cri ni reproche, elle avait simplement disparu de sa vie, comme une ombre glissant hors de sa portée.
Il s'était convaincu qu'elle n'avait pas voulu de lui, qu'elle ne faisait pas partie du monde qu'il construisait. Mais maintenant, il se demandait si ce n'était pas lui qui s'était trompé. Le nom Fournier s'imposait à lui avec un poids qu'il n'avait pas mesuré immédiatement. Léa Fournier. Cette gamine qui lui avait tendu une perche alors qu'il croyait avoir touché le fond. Était-ce une simple coïncidence ou y avait-il un lien plus profond entre elle et lui? Il ralentit le pas en arrivant près du quartier latin, l'Hôtel des Charmes. Il n'avait jamais entendu parler de cet établissement, mais il connaissait bien la rue Saint-André-des-Arts. Autrefois, il avait déjeuné dans l'un des bistrots du quartier, en compagnie d'associés et de financiers qui, aujourd'hui, ne daigneraient même plus le regarder. Il passa devant ces mêmes établissements et ressentit une étrange sensation d'irréalité. Finalement, il repéra une petite enseigne discrète, Hôtel des Charmes. L'endroit était modeste, une façade ancienne aux volets vert foncé, avec une petite porte vitrée qui donnait sur un hall d'entrée tamisé. Il hésita. Qu'allait-il lui dire? Elle ne l'attendait pas. Elle ignorait qu'il viendrait. Peut-être ne voudrait-elle même pas lui parler. Peut-être avait-elle refait sa vie, peut-être. Il secoua la tête et poussa la porte. Un carillon tinta dans l'air, signalant son entrée. L'intérieur était chaleureux, bien entretenu mais simple. Derrière un comptoir en bois, une femme rangeait des clés accrochées à un panneau mural. Elle se retourna lentement, et leurs regards se croisèrent. Margot Fournier n'avait presque pas changé. Les années avaient laissé une trace plus douce sur elle que sur lui. Ses cheveux étaient légèrement plus courts, mais toujours de cette teinte châtain qu'il se rappelait. Son regard, lui, restait le même, profond, perçant, comme si elle devinait toujours ce que l'on pensait avant même qu'on ne parle. Mais ce regard, en le voyant, se durcit instantanément. « Étienne !» Un seul mot, et il sentit tout le poids du passé lui revenir en plein visage. Elle ne bougea pas. Il non plus. Le silence s'installa entre eux, chargé de questions, resté sans réponse pendant des années. « Bonjour Margot », finit-il par dire d'une voix rauque. Elle croisa les bras comme pour se protéger. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il aurait voulu trouver une réponse intelligente, quelque chose qui donnerait du sens à cette visite soudaine. Mais il n'en avait pas. Alors, il choisit la vérité. « Une petite fille m'a dit que je devais venir te voir. » Un éclair passa dans ses yeux, une lueur d'alerte ou peut-être de crainte. Léa. Le son de ce prénom confirma ce qu'il soupçonnait déjà. « C'est ta fille !» Ce n'était pas une question, c'était une évidence. Margot pinça les lèvres et hocha légèrement la tête. Oui, un silence s'installa de nouveau. Étienne sentait le poids de la situation s'alourdir encore plus. Il n'avait pas imaginé qu'en poussant cette porte, il se retrouverait face à une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. « Pourquoi m'a-t-elle parlé de toi ?» Margot prit une inspiration avant de répondre. « Parce qu'elle est curieuse, parce qu'elle pose des questions, et parce que je lui ai parlé de toi une fois. » Il ne savait pas quoi dire. « Je ne comprends pas, Margot. » Elle le regarda avec une intensité qui le déstabilisa. « Moi non plus, Étienne. Moi non plus. » Il ouvrit la bouche pour insister, mais à ce moment-là, un bruit de pas pressés retentit derrière eux. Léa apparut dans l'encadrement de la porte qui menait à l'arrière du comptoir. Elle s'arrêta net en les voyant ensemble. Son regard navigua de sa mère à lui et un sourire étira lentement ses lèvres. « Je savais que tu viendrais. » Étienne sentit son cœur s'emballer. Cette petite avait une façon de parler qui lui donnait l'impression qu'elle en savait bien plus qu'elle ne le laissait paraître. Il échangea un regard avec Margot, qui semblait mal à l'aise. Quelque chose lui échappait encore, et il était prêt à tout pour comprendre. Étienne restait figé, le regard oscillant entre Margot et Léa. Il avait imaginé de nombreuses réactions en arrivant ici, mais certainement pas ce mélange de stupeur, de silence chargé et de tension à peine dissimulée. Léa, elle, paraissait presque satisfaite, comme si elle avait anticipé chaque seconde de cette scène. « Tu es venu plus tôt que je ne pensais, dit-elle en croisant les bras. Margot lui lança un regard d'avertissement. « Léa !» Mais la fillette ne détourna pas les yeux. Étienne sentit quelque chose de troublant dans son attitude. Elle n'était pas simplement une enfant qui obéissait aux circonstances. Elle savait quelque chose, et il n'aimait pas cette sensation d'être le dernier à comprendre. « Tu savais que je viendrais », répéta-t-il lentement. Léa haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. « Oui. » Il inspira profondément et porta son attention sur Margot,
dont le visage restait fermé. Elle n'avait pas encore bougé de derrière son comptoir, comme si une distance physique suffisait à maintenir une frontière invisible entre eux. « J'aimerais qu'on parle, dit-il enfin. » Margot le fixa un long moment avant de soupirer. Elle se tourna vers Léa. « Va dans la chambre. » La fillette fronça les sourcils, comme si elle voulait protester, mais un simple regard de sa mère la fit capituler. « D'accord, murmura-t-elle avant de disparaître à l'arrière du comptoir. Étienne attendit que la porte se referme derrière elle pour se tourner vers Margot. « Tu ne sembles pas ravie de me revoir. » Elle esquissa un sourire sans joie. « Tu t'attendais à quoi ?» Il haussa légèrement les épaules. « À moins de froideur. J'ai mes raisons. » Un silence tomba entre eux. Étienne la détailla un instant. Elle avait changé, mais pas tant que ça. Ses traits s'étaient peut-être durcis, et une fatigue discrète marquait ses paupières, mais elle conservait cette prestance naturelle, cette force tranquille qu'il avait toujours admirée chez elle. « Tu es propriétaire de cet hôtel ?» demanda-t-il finalement. Elle secoua la tête. « Non, je le gère. »« Depuis quand ?»« 5 ans. » Il fit un rapide calcul mental. Cela correspondait plus ou moins au moment où sa propre vie avait commencé à s'effondrer. « C'est un bon travail ?»« Il nous fait vivre, Léa et moi. » Il hocha lentement la tête. Elle ne lui facilitait pas la tâche. Chaque réponse était brève, mesurée, comme si elle voulait éviter de donner trop d'informations. « Léa » commença-t-il. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Il voulait poser la question qui lui brûlait les lèvres, mais redoutait la réponse. Margot sembla comprendre. « Elle n'a rien à voir avec toi, dit-elle calmement. » Il sentit un poids invisible se détendre légèrement en lui, sans savoir pourquoi. « Alors pourquoi m'a-t-elle parlé de toi ?» Margot détourna légèrement le regard comme si elle hésitait à répondre. « Parce qu'elle est curieuse, parce qu'elle pose des questions. » Ce n'est pas une réponse, Margot. Elle prit une inspiration. « Elle sait qui tu es. » Il haussa un sourcil. « Comment ?»« J'ai parlé de toi une fois. »« Juste une fois ?» Elle pinça les lèvres. Elle m'a posé des questions. Elle voulait savoir pourquoi je n'avais pas de famille. J'ai mentionné ton nom. Je lui ai dit que nous nous connaissions autrefois. Et elle a décidé que j'avais besoin d'aide. Léa est comme ça. Elle ressent les choses. Il fronça les sourcils. Ressentir les choses ne suffit pas pour deviner mon état. Margot resta silencieuse. Étienne comprit qu'il y avait autre chose. Elle savait que j'étais ruiné, dit-il lentement. Margot baissa les yeux. Oui. Comment ? Elle t'a vu. Étienne sentit son estomac se nouer. Où ? Elle hésita avant de répondre. Ici, il y a 2 semaines. Le choc le frappa de plein fouet. Quoi ? Elle t'a vu dans la rue, pas loin d'ici. Tu marchais sans but. Tu avais l'air différent. Elle m'a posé des questions. J'ai essayé d'éluder, mais elle n'a pas lâché l'affaire. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais ici ? Margot releva brusquement les yeux, une lueur de colère y brûlant. Pourquoi l'aurais-je fait, Étienne ? Pourquoi aurais-je cherché à te retrouver après tout ce temps ? Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle s'appuya légèrement contre le comptoir. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais un homme trop occupé pour penser à autre chose que ton empire. Maintenant, tu es un homme brisé. Et pourtant, tu es toujours incapable de comprendre pourquoi. Je ne suis pas venu vers toi. Ces mots étaient tranchants, mais justes. Étienne détourna le regard. J'ai changé, dit-il simplement. Elle le fixa un moment, avant d'avoir un petit rire amer. Je l'espère pour toi. Un silence pesant tomba entre eux. Tu vas rester ici longtemps ? demanda-t-elle finalement. Il haussa légèrement les épaules. Je n'ai nulle part où aller. Elle sembla considérer cela, puis, à sa grande surprise, soupira et se tourna vers le panneau de clé derrière. Elle en détacha une et la posa sur le comptoir. Chambre 12. Étienne releva les yeux vers elle. Pourquoi ? Elle haussa simplement les épaules. Parce que Léa t'aime bien. Il prit la clé sans un mot. Merci, Margot. Elle ne répondit pas. Il attrapa son maigre bagage et monta les escaliers en silence. Derrière lui, Margot resta immobile, les yeux rivés sur la porte de l'hôtel, comme si elle hésitait à regretter sa décision. La chambre 12 était modeste, à l'image de l'hôtel. Un lit simple mais propre, une table en bois sombre près de la fenêtre et une armoire qui semblait avoir vu passer plusieurs générations de voyageurs. Étienne referma la porte derrière lui et laissa son maigre sac tomber au sol. Il se laissa tomber sur le lit,
fixant le plafond jauni par le temps. Il était revenu dans la vie de Margot sans l'avoir cherché, et pourtant, il sentait que ce moment aurait dû arriver plus tôt. Il aurait dû la revoir, lui parler, comprendre pourquoi elle était partie. Mais à l'époque, il était trop occupé, trop aveuglé par ses ambitions. Maintenant qu'il n'avait plus rien, il ne lui restait que ces questions sans réponse. Il ferma les yeux, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Léa avait été le déclencheur, mais il savait que tout remontait bien avant elle. Margot n'avait pas seulement disparu de sa vie, elle avait choisi de le faire. Pourquoi? Était-ce vraiment parce qu'elle ne voulait plus de lui, ou y avait-il quelque chose qu'il n'avait jamais compris? Le sommeil finit par l'emporter, mais il fut agité, peuplé d'ombres indistinctes et de visages du passé, des souvenirs de soirées mondaines, de contrats signés à la hâte, d'appels manqués. Il revit Margot dans un restaurant, il ne savait plus lequel, les lumières tamisées reflétant la déception dans ses yeux alors qu'il lui annonçait qu'il devait repartir, encore une fois. Quand il se réveilla, le matin avait déjà bien avancé. La lumière pâle filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres diffuses sur les murs. Étienne se redressa, le dos légèrement endolori par un matelas plus ferme que ceux auxquels il avait été habitué autrefois. En descendant dans le hall, il trouva Margot derrière le comptoir, occupée à inscrire quelque chose dans un registre. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit, son expression ne changea pas. « Bien dormi ?» demanda-t-elle d'une voix neutre. « Mieux que ces derniers temps. » Elle hocha simplement la tête et retourna à son registre. « Je peux t'aider pour quelque chose ?» Étienne hésita. Il aurait pu lui poser 1000 questions, mais il sentait que ce n'était pas le moment. « Je vais prendre un café. » Elle fit un signe de tête en direction de la petite salle attenante. « Serre-toi. » Il s'y dirigea, trouva une cafetière encore tiède et se versa une tasse. L'odeur du café, forte et légèrement amère, lui rappela des matins bien différents, dans un appartement luxueux où chaque détail était calculé pour refléter la réussite. Aujourd'hui, il savourait une simple tasse de café dans un hôtel discret, et pourtant, c'était la première fois depuis longtemps qu'il ne se sentait pas complètement perdu. Alors qu'il buvait lentement, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna et trouva Léa qui l'observait avec curiosité, accoudée à l'encadrement de la porte. « Tu comptes rester longtemps ici ?» demanda-t-elle. Il esquissa un sourire en coin. « Je ne sais pas encore, ça dépend. »« De quoi ?»« De ta mère, je suppose. » Léa sembla réfléchir un instant avant de s'asseoir en face de lui. « Elle t'aime bien. » Il haussa un sourcil. « J'en doute. »« Si, » affirma-t-elle avec une certitude déconcertante. « Elle ne t'aurait pas laissé dormir ici, sinon. » Il but une gorgée de café avant de poser sa tasse. « Elle m'en veut ?» Léa haussa les épaules. « Peut-être, mais si elle te détestait vraiment, elle t'aurait mis dehors. » Il ne répondit rien, songeant à la justesse des mots de l'enfant. Léa l'observa encore un instant avant de changer de sujet. « Avant, tu étais riche, non ?» La question le prit au dépourvu. « Oui. Et maintenant, tu ne l'es plus. »« Non. » Elle hocha la tête, comme si elle validait une hypothèse. « C'est bizarre, » commenta-t-elle. « Quoi donc ? Les adultes passent leur temps à courir après l'argent. Mais toi, tu avais tout et tu as tout perdu. » Il sourit, amusé par cette réflexion. « C'est vrai. Comment c'est arrivé ?» Il posa ses coudes sur la table et croisa les doigts. « Mauvais choix, mauvais ami. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. » Léa le regarda avec attention. Comme Julien Marchand. Le silence tomba brutalement. Étienne sentit son sang se glacer. « Quoi ?» Léa ne sembla pas remarquer son trouble. « Julien Marchand. Maman a déjà dit que c'était un homme dangereux. » Il posa lentement sa tasse. « Quand est-ce qu'elle a dit ça ?» Une fois, quand elle parlait avec une amie. Elle disait que c'était un homme qui faisait du mal aux autres pour s'enrichir. Un frisson lui parcourut l'échine. Il connaissait Julien Marchand. Ils avaient été associés pendant des années. Il avait été l'un de ses plus proches collaborateurs, avant que tout ne s'effondre. Étienne l'avait toujours soupçonné d'avoir joué un rôle dans sa ruine, mais il n'avait jamais eu de preuves. Pourtant, entendre Léa en parler, avec une telle certitude, réveillait en lui une colère enfouie. « Est-ce que Margot t'a dit autre chose sur lui ?» Léa sembla réfléchir, puis haussa les épaules. Juste qu'elle espérait ne jamais le revoir. Étienne se leva brusquement. Il devait parler à Margot. Il retourna dans le hall, où elle était toujours plongée dans son registre. Lorsqu'elle leva les yeux et vit son expression,
Elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que Léa t'a dit ?» demanda-t-elle méfiante. « Julien Marchand. » Elle se figea. « Étienne, tu le connais ?» Elle hésita puis soupira. « Je l'ai rencontré une fois, il y a longtemps. »« Quand ?» Elle détourna le regard. « Peu après notre rupture. » Un éclair de compréhension traversa son esprit. « Il t'a approché ?» Margot serra les poings. « Oui. Il voulait me parler de toi. » Étienne sentit un mélange de rage et d'urgence grandir en lui. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Elle secoua la tête. « Ce n'est pas important. Dis-moi. » Elle le fixa un instant, puis finit par lâcher. « Il m'a dit que tu allais tomber. » Le silence fut assourdissant. « Il savait avant. »« Moi, » murmura Étienne. Margot croisa les bras. Il n'était pas seul, Étienne. Ce n'était pas un accident. Les battements de son cœur s'accélérèrent. Il avait toujours su que sa chute avait été orchestrée. Mais entendre, ces mots confirmaient ses pires soupçons. « Ah, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Elle planta ses yeux dans les siens. « Parce que je savais que tu ne m'aurais pas écouté. » Et elle avait raison. À l'époque, il aurait balayé ses avertissements d'un revers de main. Mais aujourd'hui, tout était différent. Julien Marchand l'avait trahi. Et maintenant, il allait payer. Le silence entre eux était lourd, chargé de tout ce qu'il ne s'était jamais dit. Étienne fixait Margot, sentant la colère et la frustration bouillonner en lui. Il avait passé des années à essayer de comprendre comment sa vie s'était écroulée si brutalement, comment il avait pu perdre tout ce qu'il possédait du jour au lendemain. Et voilà que Margot, la seule personne en qui il aurait peut-être encore pu avoir confiance, lui révélait qu'elle savait depuis le début que tout cela n'était pas un simple coup du sort. « Tu aurais pu me prévenir, » dit-il enfin, sa voix rauque de tension. Margot le regarda droit dans les yeux sans faiblir. « Tu m'aurais écouté. » Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot ne vint. Parce qu'au fond, il connaissait déjà la réponse. À l'époque, il se croyait intouchable. Il aurait pris ses avertissements pour des spéculations sans fondement. Julien Marchand était son associé, son ami. Comment aurait-il pu soupçonner que cet homme-là complotait sa chute? « Comment as-tu su ?» demanda-t-il enfin. Margot s'appuya légèrement contre le comptoir de l'hôtel, comme si elle cherchait à rassembler ses souvenirs avant de répondre. « Il m'a trouvé, peu de temps après que nous nous soyons éloignés. Je ne sais pas comment il savait pour nous, mais il est venu me voir. Il était poli, charmant même. Il a parlé de toi comme s'il se souciait sincèrement de ton avenir. » Elle s'interrompit, son regard s'assombrissant. « Mais ce n'était pas de l'inquiétude, Étienne, c'était autre chose. » Il sentit une tension se former dans sa mâchoire. « Il voulait s'assurer que tu restais loin de moi, n'est-ce pas ?» Margot hocha lentement la tête. « Il a dit que tu étais en danger, que des décisions allaient être prises, que tes jours dans les hautes sphères étaient comptés. Il a insinué que la chute était inévitable et que le mieux que je puisse faire était de ne pas me laisser entraîner dans ta descente. » Étienne sentit un frisson parcourir son échine. Il savait avant moi. Oui. Un silence s'étira entre eux. Et tu ne t'es pas demandé pourquoi il te disait tout ça? Bien sûr que si. Mais il a été clair sur une chose. Tu n'écouterais pas. Margot croisa les bras, visiblement agitée par ses souvenirs. Et il avait raison. Étienne détourna le regard. Il détestait l'admettre, mais c'était vrai. À l'époque, il aurait rejeté toute mise. En garde, convaincu que rien ni personne ne pouvait l'atteindre. Il avait été arrogant, aveugle, et il en avait payé le prix. Est-ce qu'il t'a menacé? Margot secoua la tête. Pas directement. Mais il m'a fait comprendre que ceux qui se mettaient en travers de son chemin ne finissaient jamais bien. Elle marqua une pause, puis ajouta plus doucement. C'est aussi pour ça que je suis parti. Il la regarda, cherchant dans ses yeux une trace de regret, mais il n'y vit que de la résolution. Tu as eu peur? Oui. Pas pour moi, pour toi. Cette confession le laissa sans voix. Je pensais qu'en m'éloignant, je te protégeais, que si je disparaissais, ça lui suffisait. Elle passa une main dans ses cheveux, visiblement troublée par ce qu'elle venait d'avouer. Mais j'avais tort. Étienne prit une profonde inspiration. « Tu crois qu'il a quelque chose à voir avec ce qui m'est arrivé ?» Margot le regarda avec gravité. « J'en suis certaine. » Lentement, il s'adossa au mur, son esprit tournant à toute vitesse. Julien Marchand. Un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des années. Un nom qui, aujourd'hui, revenait hanter son existence. Il avait toujours soupçonné une trahison,
Mais il n'avait jamais eu de preuves concrètes. Maintenant, il savait au moins une chose. Il ne s'agissait pas d'un simple accident financier. « Tu sais où il est aujourd'hui » Margot hocha la tête. « Il a prospéré après ta chute. Il a récupéré certaines de tes parts dans l'entreprise et a monté un empire financier. Il est plus puissant que jamais. » La rage monta en lui comme une vague incontrôlable. « Et il n'a jamais payé pour ce qu'il a fait. » Non. Le silence s'installa de nouveau. Étienne savait ce que cela signifiait. Julien était toujours là, intouchable, alors que lui avait tout perdu. Il serra les poings. « Je vais le retrouver. » Margot le fixa, un mélange de surprise et d'inquiétude dans les yeux. « Étienne, je ne peux pas laisser passer ça, Margot. Il m'a détruit. Tu n'as plus aucun pouvoir contre lui. Peut-être, mais il doit savoir que je suis toujours là. » Elle soupira, passant une main sur son front. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?»« Je ne sais pas encore. » Il était honnête. Il n'avait ni plan, ni influence, ni argent, mais il avait une vérité à découvrir. Margot le regarda longuement avant de secouer la tête. « Si tu veux vraiment aller jusqu'au bout, alors tu devras être prudent. Julien n'est pas qu'un homme d'affaires. Il joue avec des règles que tu n'as jamais voulu voir. » Étienne soutint son regard. « J'ai déjà tout perdu, Margot. Je n'ai plus rien à craindre. » Elle ne répondit rien, mais il vit une lueur de préoccupation traverser son regard. « Si tu veux savoir la vérité, il y a peut-être une personne qui peut t'aider. » Il haussa un sourcil. « Qui ?» Margot hésita un instant avant de répondre. « Un ancien collègue de Julien, quelqu'un qui a quitté son entourage il y a quelques années. Tu as un nom ? Paul Vigneault. » Le nom ne lui était pas inconnu. Il se souvenait de lui, un homme discret qui avait travaillé avec Julien dans leurs débuts. Mais il avait disparu du jour au lendemain sans explication. « Où puis-je le trouver ?» Margot inspira profondément avant de répondre. « Il tient un petit bar, dans le 11e arrondissement. Le Lys Noir. » Étienne mémorisa l'information. « Merci, Margot. » Elle détourna les yeux. « Ne me remercie pas encore. » Il comprenait ce qu'elle voulait dire. Chercher la vérité signifiait replonger dans un monde qu'il avait fui, un monde dangereux, où les hommes comme Julien ne laissaient rien au hasard. Mais cette fois, il n'était plus question de richesse ou de pouvoir. Il voulait des réponses, et il allait les obtenir. Étienne fixait l'adresse griffonnée sur un morceau de papier devant lui. Le Lys Noir, 11e arrondissement. Paul Vigneault. Un nom qui revenait du passé, un homme qu'il n'avait jamais réellement connu, mais dont il savait qu'il avait travaillé de près avec Julien Marchand. S'il y avait quelqu'un capable de lui fournir des réponses, c'était bien lui. Pourtant, alors qu'il se préparait à quitter l'hôtel, une sensation étrange lui nouait l'estomac. Léa était assise sur une marche du hall, balançant doucement ses jambes en le regardant enfiler son manteau. Il avait appris à reconnaître ce regard chez elle, un mélange de curiosité et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à définir. « Tu vas voir cet homme ?» demanda-t-elle soudain. Il s'arrêta net, surpris. « Comment tu sais ça ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Je t'ai entendu parler avec maman. » Un soupir lui échappa. « Léa, ce ne sont pas des affaires qui te concernent. Pourquoi pas ? Parce que c'est compliqué. » Elle plissa les yeux comme si elle évaluait sa réponse. « Est-ce que tu crois que Paul Vigneault va vraiment t'aider ?» Il fronça les sourcils. « Je n'en sais rien. Et si c'était un piège ?» Il s'agenouilla devant elle, posant une main sur son épaule. « Écoute-moi bien. Ce que je fais, ce n'est pas un jeu. Je dois comprendre ce qui m'est arrivé. Et parfois, pour trouver la vérité, il faut prendre des risques. » Elle ne détourna pas le regard, ce qui le déstabilisa légèrement. « Maman a peur pour toi, » dit-elle doucement. Il sentit un pincement au cœur. « Et toi ?»« Certes, tous. » Elle hésita un instant avant de murmurer. « Moi, je crois que tu as raison de vouloir savoir. Mais fais attention. » Il hocha lentement la tête. « Promis. » Elle sembla satisfaite de cette réponse, mais quelque chose dans son regard lui fit comprendre qu'elle en savait plus qu'elle ne disait. Étienne se redressa, jeta un dernier coup d'œil à Margot, qu'il observait en silence derrière le comptoir, puis quitta l'hôtel. Les rues de Paris étaient toujours aussi froides, l'hiver étirant ses jours gris sur la ville. Il marcha d'un pas rapide vers le 11e arrondissement, traversant les quartiers, comme s'il cherchait à fuir quelque chose de plus grand que lui. Le Lys Noir était un bar discret, coincé entre une librairie poussiéreuse et une boutique de vêtements vintage. Rien d'extravagant, rien qui ne laisse penser qu'un homme comme Paul Vigneault puisse y travailler.
Il poussa la porte, et une clochette tinta doucement au-dessus de lui. L'endroit était vide, à l'exception d'un homme derrière le comptoir, occupé à essuyer un verre. Il était légèrement voûté, les cheveux grisonnants et le regard fatigué. Lorsqu'il leva les yeux et vit Étienne, une lueur de reconnaissance passa brièvement dans ses prunelles. « Eh bien, voilà un visage que je ne pensais plus revoir, » murmura-t-il en posant le verre. Étienne s'approcha lentement du comptoir. « Vous me reconnaissez ?» Paul eut un sourire en coin. Difficile d'oublier l'homme qui, autrefois, faisait trembler la finance parisienne. Je doute que ce soit encore le cas. Peut-être pas, mais si vous êtes ici, c'est que vous avez une raison. Étienne hocha la tête. Julien Marchand. Le sourire de Paul s'effaça immédiatement. Ce nom n'a pas été prononcé ici depuis longtemps. Il est temps de le faire. Paul l'observa un instant, puis jeta un coup d'œil vers la porte du bar avant de poser les coudes sur le comptoir. Pourquoi maintenant ? Parce que j'ai enfin compris que ma chute n'était pas un accident. Paul soupira et croisa les bras. Vous arrivez avec quelques années de retard, Durand. Vous saviez ? J'ai toujours su. Une colère sourde monta en Étienne. Et vous n'avez rien dit ? Paul eut un ricanement amer. Dire quoi ? Que votre propre associé complotait contre vous ? Que vous étiez trop aveuglé par votre ambition pour voir la trahison sous votre nez ? Étienne serra les poings. Pourquoi a-t-il fait ça ? Paul soupira de nouveau et se servit un verre de whisky avant de répondre. Parce que vous étiez un obstacle. Vous aviez trop de pouvoir, trop d'influence. Et vous faisiez une erreur monumentale. Vous croyiez que Julien était votre ami. Il avala une gorgée avant de continuer. Marchand n'a jamais eu d'amis. Il a des alliés tant qu'ils lui sont utiles. Et vous, un jour, vous avez cessé de l'être. Il a manipulé mes finances, n'est-ce pas ? Paul hocha la tête. Il a fait bien pire que ça. Étienne sentit une tension lui nouer l'estomac. Quoi ? Paul se pencha légèrement vers lui. Il a acheté des gens, des juges, des avocats, des investisseurs. Il vous a laissé croire que vous perdiez naturellement, alors qu'il tirait chaque ficelle pour s'assurer que vous tombiez au bon moment, de la bonne manière. Un vertige s'empara d'Étienne. Il avait toujours cru avoir perdu à cause de mauvais choix, d'erreurs stratégiques, mais tout avait été orchestré. Pourquoi me dire ça maintenant ? Paul eut un sourire triste. Parce que vous êtes enfin prêt à écouter. Le silence s'éternisa. Étienne inspira profondément. Est-ce que vous avez des preuves ? Paul se redressa et fit rouler son verre entre ses doigts. Peut-être. Qu'est-ce que vous voulez en échange ? Le vieux barman éclata d'un rire sans joie. Plus rien. Julien Marchand m'a déjà tout pris. Il fouilla sous le comptoir et en sortit une enveloppe jaunie, qu'il posa devant Étienne. À l'intérieur, il y a des documents, des copies de contrats, des transferts de fonds suspects, des échanges d'emails. Rien d'absolument irréfutable, mais suffisant pour creuser plus loin. Étienne prit l'enveloppe avec précaution, la tenant comme si elle contenait la clé de toute sa vie brisée. « Pourquoi avez-vous gardé ça ?» Paul haussa les épaules. « Parce que j'espérais qu'un jour, quelqu'un comme vous viendrait poser les bonnes questions. » Étienne rangea l'enveloppe dans son manteau. « Merci, Paul. » Le vieil homme leva son verre en guise de réponse. « Faites attention, Durand. Julien n'aime pas les fantômes du passé. » Étienne hocha la tête et sortit du bar. Alors qu'il s'éloignait, une seule pensée occupait son esprit. Il tenait enfin un premier fil de vérité. Et il allait tirer dessus jusqu'à ce que tout s'écroule. Étienne marcha d'un pas rapide à travers les rues du 11e arrondissement, l'enveloppe soigneusement rangée sous son manteau. Il avait l'impression de porter quelque chose d'infiniment plus précieux que du simple papier. C'était une preuve, un premier élément tangible qui confirmait ce qu'il avait toujours soupçonné sans jamais pouvoir le prouver. Sa chute n'avait rien d'un accident. Tout avait été savamment orchestré, calculé dans l'ombre par celui qu'il avait considéré comme son allié le plus proche. Il n'avait jamais été dupe sur la nature de Julien Marchand. Il savait que cet homme était ambitieux, sans scrupules, prêt à tout pour gravir les échelons. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'il irait jusqu'à détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble, et surtout qu'il y parviendrait sans que personne ne s'en rende compte. Étienne avait cru à sa propre faillite, avait assumé ses erreurs sans comprendre qu'elles avaient été savamment provoquées. Il serra les poings alors qu'il accélérait le pas. Le froid mordant de l'hiver ne le touchait plus. Il ne sentait que la brûlure de la colère qui montait. En lui, une colère qu'il avait refoulée trop longtemps. Julien avait volé son avenir,
ruiné son nom. Et pire encore, il s'était emparé des restes de son empire pour bâtir sa propre fortune. Il arriva devant l'hôtel des Charmes et poussa la porte. L'odeur familière du bois ciré et du café flottait dans l'air, un contraste frappant avec l'agitation qui régnait en lui. Margot était derrière le comptoir comme à son habitude, mais lorsqu'elle leva les yeux vers lui et croisa son regard, son expression changea immédiatement. « Qu'est-ce que tu as découvert ?» demanda-t-elle sans détour. Il avança vers elle, jeta un coup d'œil autour pour s'assurer que personne ne les écoutait, puis sortit l'enveloppe de son manteau et la posa sur le comptoir. Paul Vigneault avait raison. Il m'a donné ses documents. Margot jeta un regard à l'enveloppe puis à lui, incertaine. De quoi s'agit-il? Des preuves, pas encore suffisantes pour envoyer Julien en prison, mais assez pour comprendre comment il m'a piégé. Elle prit une profonde inspiration et s'empara de l'enveloppe, l'ouvrant avec précaution. Les papiers étaient jaunis, certains imprimés, d'autres écrits à la main, mais tous portaient la même odeur de trahison. Elle parcourut rapidement les premières pages, ses sourcils se fronçant à mesure qu'elle lisait. « Des transactions frauduleuses, murmura-t-elle, des comptes offshore, tout était sous ton nez et tu n'as rien vu. Je ne pouvais pas voir Margot. Il a fait en sorte que je sois trop occupé à éteindre des incendies pendant qu'il alimentait l'incendie principal. » Elle releva la tête et planta son regard dans le sien. « Et maintenant ?» Il inspira profondément. « Maintenant, je vais m'assurer que tout le monde sache qui il est réellement. » Elle referma l'enveloppe et la fit glisser vers lui. « Julien ne laissera pas passer ça. Il n'a pas le choix. » Elle secoua la tête. « Si tu crois qu'il va rester les bras croisés pendant que tu cherches à le détruire, tu te trompes. C'est un homme dangereux, Étienne. Je suis prêt à prendre le risque. » Elle posa une main sur le comptoir, visiblement contrariée. « Ce n'est pas seulement toi qui es en danger. Léa et moi sommes mêlés à cette histoire, que tu le veuilles ou non. » Il sentit un frisson d'inquiétude. Il n'avait pas pensé à ça. « Il ne s'en prendra pas à vous. »« Tu es sûr de ça ?»« Parce que moi, je ne le suis pas. » Il détourna les yeux un instant. Margot avait raison. Julien n'était pas du genre à laisser un adversaire refaire surface sans réagir. « Je vais être prudent. » Ce n'est pas une réponse. Il se passa une main sur le visage, cherchant une solution. « Je vais essayer d'abord de le confronter, voir comment il réagit. » Margot éclata d'un rire sans joie. « L'affronter? Tu crois vraiment que tu peux aller le voir et lui dire que tu sais tout, comme si ça allait changer quelque chose? Je veux voir sa réaction. » Elle croisa les bras. « Et s'il décide que ta résurrection lui pose un problème ?» Étienne soutint son regard. « Alors je serai prêt. » Un long silence s'installa entre eux. Margot finit par soupirer, puis se détourna légèrement, comme si elle pesait ses options. « Si tu veux vraiment aller jusqu'au bout, il faut que tu sois plus malin que lui. Qu'est-ce que tu proposes ?» Elle réfléchit un instant avant de répondre. « Julien a bâti son empire sur des alliances. S'il est aussi puissant, aujourd'hui c'est parce qu'il a su s'entourer des bonnes personnes. Mais toute alliance a des failles. » Étienne comprit immédiatement où elle voulait en venir. Il y a forcément quelqu'un dans son cercle qui a quelque chose à perdre. Exactement. Si tu veux vraiment le faire tomber, tu dois trouver cette personne. Il hocha lentement la tête. Tu connais quelqu'un? Elle hésita, puis répondit. Il y avait un avocat, du temps où tu travaillais avec Julien. Je ne me souviens pas de son nom, mais je sais qu'il était impliqué dans des affaires douteuses. Je vais chercher. Elle le regarda avec intensité. Étienne, sois prudent. Il posa une main sur l'enveloppe. Je le serai. Alors qu'il se levait, une petite silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. Léa. Tu repars encore? Demanda-t-elle. Il s'arrêta net. Oui, mais je reviendrai. Elle s'approcha lentement, comme si elle évaluait ses paroles. Maman a raison, ce que tu fais est dangereux. Je sais, mais tu vas quand même le faire. Il hocha la tête. Oui. Léa le fixa un instant, puis elle fit quelque chose qui le surprit. Elle s'approcha et attrapa sa main. Alors promets-moi une chose. Il se pencha légèrement. Quoi? Elle planta son regard dans le sien. Ne disparais pas. Un frisson le traversa. Il ne savait pas pourquoi cette phrase le touchait autant. Il serra doucement sa main et murmura « Je te le promets ». Léa sourit légèrement puis recula. Margot, qui observait la scène en silence, ne dit rien. Étienne inspira profondément et quitta l'hôtel. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire était dangereux, mais cette fois,
Il ne cherchait pas seulement la vérité. Il voulait la justice. Les rues de Paris défilaient sous ses pas rapides. Étienne avait passé des années à errer sans but, mais cette fois, il avançait avec une détermination nouvelle. Il tenait enfin une piste, un premier élément concret qui prouvait que sa ruine avait été orchestrée. La question n'était plus de savoir si Julien Marchand l'avait trahi, mais plutôt comment il allait utiliser ces informations pour le détruire. L'idée d'un affrontement direct lui traversa l'esprit. Il aurait pu entrer dans le bureau luxueux de Julien, poser l'enveloppe devant lui et observer sa réaction. Mais Margot avait raison. Un homme comme Julien ne se laissait pas déstabiliser si facilement. Étienne devait être plus intelligent que lui. Il devait attaquer là où ça faisait mal, les alliés. Julien n'avait pas gravi les échelons de la finance en solitaire. Il s'était entouré d'hommes influents, d'investisseurs, d'avocats, de politiciens corrompus. Si Étienne pouvait trouver une faille dans ce réseau, une seule personne prête à parler ou à trahir, alors il aurait une chance. Il s'arrêta devant un café discret et entra, cherchant un coin tranquille. Il sortit l'enveloppe et étala les documents sur la table. Des chiffres, des noms, des dates. Une constellation de transactions frauduleuses. Mais une chose attira immédiatement son attention. Un nom revenait plusieurs fois dans les dossiers. Jean-Baptiste Morel. Un avocat d'affaires. Étienne se souvenait de lui. Autrefois, il était l'un des hommes de confiance de Julien, un juriste brillant qui s'occupait des contrats les plus sensibles. Si quelqu'un connaissait les rouages de la trahison, c'était bien lui. Mais Étienne savait aussi une chose sur Morel. C'était un homme prudent. Il ne parlait jamais sans raison, et s'il avait survécu aussi longtemps dans l'entourage de Julien, c'était parce qu'il savait où poser ses limites. Le problème était là. Comment? Le faire parler? Étienne sortit son téléphone et chercha le nom de Morel dans les annuaires juridiques. Son cabinet se trouvait dans un immeuble sobre du 8e arrondissement, un quartier où il n'aurait même pas osé mettre les pieds quelques mois plus tôt. Mais cette fois, il n'avait pas le choix. Il plia soigneusement les documents et les rangea dans son manteau avant de se lever. Une seule idée lui occupait l'esprit. Morel détenait peut-être la clé pour abattre Julien, et il allait la lui arracher. L'immeuble du cabinet Morel & Associés se dressait fièrement sur une avenue bordée d'arbres dénudés par l'hiver. Une façade en pierre blanche, des baies vitrées impeccables et un portier en uniforme. Étienne passa devant l'entrée sans ralentir, observant les moindres détails. Il n'était pas question de se précipiter à l'intérieur et d'exiger une entrevue. Morel ne le recevrait jamais. Il devait être stratégique. Il repéra un café juste en face et s'y installa commandant un simple expresso. De là, il avait une vue parfaite sur l'entrée de l'immeuble. Il était presque certain que Morel quitterait son bureau à un moment ou un autre. Il suffisait d'attendre. Le temps passa lentement. Étienne observait les allées et venues, tentant de repérer une silhouette familière. Il en profita pour rassembler ses pensées. Morel savait probablement ce qui s'était passé à l'époque. La question était de savoir si, aujourd'hui, il avait des raisons de trahir Julien. Enfin, en fin d'après-midi, un homme en costume sombre franchit les portes de l'immeuble. Cheveux poivre et sel, démarche assurée, une mallette en cuir à la main. Jean-Baptiste Morel. Étienne attendit qu'il s'éloigne un peu, puis se leva et le suivit à distance. Morel marchait d'un pas pressé, comme un homme habitué à vivre à un rythme dicté par des contrats et des échéances. Il le suivit sur plusieurs rues avant de voir son opportunité. Morel s'arrêta devant une librairie et entra. Étienne accéléra le pas et pénétra à son tour dans la boutique, balayant les lieux du regard. L'avocat était dans l'allée, centrale, feuilletant un livre d'économie. Étienne s'approcha lentement et d'une voix calme lança « Vous devriez lire un roman, Morel. La fiction est parfois plus honnête que le monde des affaires. » L'homme sursauta légèrement et tourna la tête. Lorsqu'il reconnut Étienne, il devint livide. « Durand ?» Étienne esquissa un sourire sans joie. En chair et en os, Morel referma brusquement le livre et jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. « Que voulez-vous ? Une conversation. Je suis occupé. Vous ne voulez pas savoir pourquoi je suis là ?» L'avocat hésita. Étienne en profita. « Je sais ce que Julien a fait. » Morel se figea. Son regard se durcit immédiatement. « Vous ne savez rien. »« Vraiment ?» Étienne sortit un papier de son manteau et le tendit à Morel. Un extrait des transactions frauduleuses. « Vous reconnaissez ce nom, n'est-ce pas ?»
Morel lut rapidement le document, puis referma les yeux une fraction de seconde, comme s'il venait de commettre une erreur en le lisant. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Disons que j'ai des amis dans l'ombre. » Morel serra la mâchoire. « Vous ne devriez pas être ici. Parce que ça vous met en danger? Ou parce que ça met Julien en danger ?» L'avocat le regarda longuement avant de ranger le papier dans sa poche. « Écoutez-moi bien, Durand. Vous jouez à un jeu très dangereux. Ce n'est pas un jeu, c'est ma vie qu'il m'a volée. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? La vérité. » Morel hésita, puis son regard s'adoucit légèrement. « Vous ne pouvez pas gagner contre lui. Il est trop puissant. Je croyais là. Même chose avant de tomber. Mais maintenant, je n'ai plus rien à perdre. » L'avocat détourna légèrement les yeux. Il semblait peser le pour et le contre, comme un homme qui savait trop de choses et qui devait choisir entre la prudence et sa conscience. Finalement, il soupira et murmura « Je ne peux pas parler ici. » Ou alors, demain soir, 22 heures, derrière la gare de Lyon, près des docks. Étienne hocha la tête. « Je serai là. » Morel le fixa encore un instant, puis remit son livre en rayon et sortit de la boutique sans un mot de plus. Étienne le regarda disparaître au coin de la rue, puis serra lentement les poings. Il tenait enfin quelque chose. Morel savait. Et demain, il parlerait. Mais alors qu'il quittait la librairie, une sensation étrange le traversa. Et s'il venait de marcher droit dans un piège? La nuit tombait lentement sur Paris, et Étienne marchait le long des quais de la Seine, son esprit tiraillé entre espoir et méfiance. Il avait enfin un rendez-vous avec un homme qui pouvait lui fournir des réponses. Jean-Baptiste Morel était autrefois l'un des hommes de confiance de Julien, et s'il acceptait de parler, cela signifiait qu'il y avait une brèche dans l'armure de son ancien associé. Mais Étienne n'était pas naïf. Il savait que Julien n'était pas le genre d'homme à ignorer une menace, et s'il était au courant de ce rendez-vous, alors tout pouvait basculer en un instant. Le froid mordant de la nuit s'infiltrait sous son manteau, mais il n'y prêta pas attention. Il approchait de la gare de Lyon, le cœur battant un peu plus fort à chaque pas. Il suivit les indications que Morel lui avait données. Derrière la gare, près des docks. L'endroit était désert à cette heure. Les lampadaires projetaient une lumière blafarde sur les pavés humides. Il s'arrêta à l'endroit convenu et attendit. Les minutes passèrent lentement. Chaque ombre, chaque bruit de pas au loin semblait amplifier la tension qui l'habitait. Puis, enfin, une silhouette apparut au bout de l'allée. Morel avançait d'un pas rapide, jetant des regards nerveux autour de lui. Lorsqu'il arriva à hauteur d'Étienne, il s'arrêta brusquement. « Vous n'avez pas été suivi ?» murmura-t-il. « Pas à ma connaissance. » Morel passa une main sur son visage, visiblement tendu. « Ce que vous cherchez est dangereux, Durand. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de déclencher. J'ai déjà tout perdu. Ce qui m'importe maintenant, c'est la vérité. » L'avocat secoua la tête. « Vous pensez que la vérité vous sauvera. Ce monde ne fonctionne pas ainsi. Il n'y a pas de justice, seulement des intérêts qui se déplacent selon le vent. Alors dites-moi ce que vous savez. » Morel hésita un instant, puis soupira. « Julien vous a piégé, c'est une évidence, mais il n'a pas agi seul. Il a eu des appuis en haut lieu, des hommes influents qui avaient intérêt à ce que vous tombiez. » « Qui ? Des politiciens, des investisseurs, des hauts fonctionnaires, et même certains juges. Il a acheté votre ruine. » Étienne serra les poings. « Et vous, vous en faisiez partie ?» Morel baissa les yeux. « J'ai fermé les yeux, je savais ce qui se passait, mais je n'ai rien dit. Pourquoi ? Parce que j'avais trop à perdre. » Étienne sentit une rage froide monter en lui. « Et maintenant ? Maintenant, les choses ont changé. Julien est plus puissant que jamais, mais il s'est fait des ennemis. Il a trahi les mauvaises personnes. » Étienne le fixa intensément. « Qui sont ces personnes ?» Morel hésita encore, puis s'apprêta à répondre. Mais un bruit soudain interrompit leur conversation. Un claquement sec, métallique. L'avocat n'eut pas le temps de réagir. Une détonation éclata dans la nuit, et une fraction de seconde plus tard, Morel s'effondra contre le mur, une tache rouge s'étendant sur son manteau. Étienne recula instinctivement, le cœur battant à tout rompre. Son regard se porta aussitôt vers la direction d'où venait le tir, mais il ne vit qu'une ombre disparaître au loin. Il se précipita vers Morel qui respirait difficilement, le sang coulant entre ses doigts. « Morel, qui a fait ça ?» L'avocat tenta de parler,
mais sa voix n'était qu'un souffle. Étienne se pencha, cherchant à capter ces derniers mots. Dossier, coffre. Sa main trembla une dernière fois, puis son corps se relâcha complètement. Jean-Baptiste Morel était mort. Un frisson d'adrénaline envahit Étienne. Il savait que s'il restait ici, il serait le prochain. Il se redressa brusquement et s'éloigna rapidement de la scène, tentant de rester dans l'ombre. Alors qu'il disparaissait dans les ruelles sombres, une seule pensée l'obsédait. Quelqu'un avait voulu faire taire Morel. Et maintenant, il était le prochain sur la liste. Le souffle court, Étienne marcha d'un pas rapide dans les ruelles sombres, son cœur battant contre ses côtes comme un tambour de guerre. Morel était mort, assassiné sous ses yeux, abattu avant d'avoir pu tout lui révéler. Il n'avait pas besoin d'être un génie pour comprendre que ce n'était pas une simple coïncidence. Quelqu'un avait surveillé leurs mouvements. Quelqu'un savait que Morel parlait trop. Et maintenant, ce quelqu'un savait qu'il en savait déjà trop lui aussi. Il évita les rues principales, coupant par des passages moins fréquentés, son manteau serré autour de lui. Il avait l'impression d'être traqué, qu'à tout moment, une autre balle pouvait fendre l'air et mettre un terme définitif à sa quête de vérité. Il devait disparaître, au moins pour quelques heures, et réfléchir à son prochain mouvement. L'hôtel des Charmes, c'était la seule option qui lui venait à l'esprit. Il ne pouvait pas retourner à son ancien appartement, s'il existait encore, ni contacter d'anciens amis. Il n'avait plus d'alliés, à l'exception de Margot. Et même elle, il n'était pas sûr qu'elle le considère encore comme un homme digne de confiance. Lorsqu'il atteignit enfin la petite façade familière de l'hôtel, il jeta un dernier regard derrière lui avant d'entrer. Le hall était désert, baigné par une lumière tamisée. Margot était derrière le comptoir, et dès qu'elle le vit, elle se redressa. Son expression passa de la surprise à l'inquiétude en un instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Morel est mort. Les mots tombèrent comme une pierre dans l'atmosphère déjà lourde. Margot blêmit. Quoi? Étienne s'approcha d'elle et posa les mains sur le comptoir, comme pour s'ancrer à quelque chose de stable. Quelqu'un l'a abattu juste avant qu'il ne me révèle ce qu'il savait. Elle porta une main à sa bouche, choquée. Mon Dieu, Étienne, c'est un avertissement. Elle leva les yeux vers lui. Un avertissement pour toi? Pour moi. Pour quiconque essaierait de fouiller dans le passé. Margot recula légèrement, visiblement secouée. Et maintenant? Je ne peux pas abandonner. Elle passa une main tremblante dans ses cheveux. Tu réalises qu'ils savent qui tu es? Ils savent tout te trouver. Oui. Alors pourquoi es-tu ici? Étienne hésita une seconde. Parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller. Margot détourna le regard, et un silence s'installa entre eux. Elle croisa les bras, comme pour cacher son trouble. Tu ne peux pas rester ici, Étienne. Juste cette nuit. Demain, je trouverai un autre endroit. Elle le fixa un long moment, comme si elle pesait le pour et le contre. Puis lentement, elle hocha la tête. Très bien. Mais sois discret. Il acquiesça et se dirigea vers l'escalier. Il était à mi-chemin lorsqu'une petite voix l'arrêta. Tu as l'air fatigué. Il tourna la tête et vit Léa debout à l'entrée du couloir, son regard inquiet posé sur lui. Il fit un effort pour sourire. Longue journée. Elle s'avança vers lui, hésitante. Maman est inquiète. Je sais. Un silence s'étira entre eux, puis avec une simplicité désarmante, elle demanda « Est-ce que tu vas mourir ?» Étienne sentit un frisson le parcourir. « Pas si je peux l'éviter. » Léa sembla satisfaite de cette réponse et hocha lentement la tête. « Tu devrais dormir. » Il sourit, amusé malgré la tension. « C'est toi qui me donnes des conseils maintenant ?» Elle haussa les épaules. « Il faut bien que quelqu'un le fasse. » Étienne la regarda un instant avant de poser une main sur sa tête. « Merci, Léa. » Elle se contenta de lui sourire avant de disparaître dans le couloir. Allongé sur le lit, Étienne fixait le plafond, incapable de trouver le sommeil. Morel avait mentionné un dossier, un coffre, ce qui signifiait que quelque part, il y avait encore une chance de mettre la main sur des preuves plus solides. Mais où? Il réfléchit aux dernières paroles de l'avocat. Coffre. Était-ce une métaphore ou parlait-il d'un véritable coffre-fort? Si Morel avait conservé des documents compromettants, il devait les avoir placés dans un lieu sécurisé. Un bureau peut-être, ou une banque. Étienne se redressa brusquement. Une banque. Morel était un homme prudent. S'il avait conservé des preuves contre Julien, il ne les aurait pas laissées traîner chez lui.
Un coffre bancaire était une solution logique. Mais il y avait un problème. Morel était mort. Ce qui signifiait que si un coffre existait, il devait être encore en sécurité, pour l'instant. Si Julien était derrière ce meurtre, et Étienne n'en doutait pas une seconde, il allait sûrement chercher à récupérer ses documents avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Le temps jouait contre lui. Étienne prit une décision. Il devait trouver l'endroit où Morel cachait ses dossiers, et il devait le faire avant Julien. Étienne quitta l'hôtel des Charmes à l'aube, laissant derrière lui une Margot, silencieuse, et une Léa encore endormie. Il n'avait pas voulu réveiller la petite, mais quelque chose lui disait qu'elle savait qu'il partirait tôt. Il marchait d'un pas rapide, dans les rues humides de Paris, son esprit fixé sur un seul objectif, retrouver le coffre dont Morel avait parlé avant de mourir. Si Morel avait conservé des preuves, elles étaient peut-être sa seule chance d'abattre Julien. Mais il devait faire vite. Il n'était plus le seul à chercher. Il savait par où commencer. Morel était un homme prudent, un avocat d'affaires. Comme lui n'aurait pas pris le risque de conserver des documents compromettants dans un lieu facile d'accès. Une banque était la solution la plus logique. Étienne passa une bonne partie de la matinée à chercher des informations sur les établissements que Morel fréquentait. Et enfin, il trouva ce qu'il cherchait. Un petit établissement bancaire situé près du boulevard Haussmann, un lieu discret réservé à une clientèle triée sur le volet. Morel y avait un coffre confirmé par un employé que l'ancien financier connaissait encore. Mais il y avait un problème majeur. Seul Morel pouvait y accéder, ou quelqu'un en possession de ses effets personnels. Étienne sentit une sueur froide lui glisser le long de la nuque. Il savait que Morel vivait seul, ce qui signifiait que ses affaires personnelles devaient encore être chez lui, à moins que quelqu'un d'autre ne les ait déjà récupérées. Il n'avait pas de temps à perdre. Il se rendit immédiatement à l'adresse de Morel, un appartement sobre dans le 16e arrondissement. Il savait que la police y passerait bientôt si ce n'était pas déjà fait. Mais à son arrivée, il comprit que quelqu'un avait été plus rapide. La porte était entrebâillée. Un frisson lui parcourut l'échine. Il s'approcha lentement, silencieux, et poussa la porte du bout des doigts. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, et un rapide coup d'œil lui suffit pour voir que l'appartement avait été fouillé. Des tiroirs ouverts, des papiers renversés, des meubles déplacés. Il n'était pas le premier à chercher. Il avança prudemment dans la pièce principale, son regard balayant chaque recoin. Il y avait une chance, même infime, que la personne qui avait fouillé l'endroit ait laissé quelque chose derrière. Puis, il la vit. Une veste jetée négligemment sur le dossier d'un fauteuil. Il s'approcha et fouilla les poches. Ses doigts rencontrèrent quelque chose de rigide. Il en sortit un trousseau de clés. Il les observa un instant, son cœur battant à tout rompre. Parmi elles, une clé plus petite, avec le logo de la banque qu'il avait identifiée. C'était un risque, mais il n'avait pas le choix. 2 heures plus tard, Étienne pénétrait dans la banque privée, le manteau bien ajusté pour masquer son agitation. Il s'avança vers l'accueil, où une employée le regarda avec professionnalisme. « Bonjour, monsieur, en quoi puis-je vous aider ?» Il posa la clé sur le comptoir. Coffre appartenant à Jean-Baptiste Morel. L'employé prit la clé, vérifia quelque chose dans son ordinateur, puis hocha la tête. « Suivez-moi, je vous prie. » Il la suivit à travers un couloir menant aux salles sécurisées. Son cœur battait violemment. À tout instant, il s'attendait à voir surgir un homme de main de Julien, prêt à l'empêcher de récupérer les documents. Mais rien ne se passa. L'employé le laissa seul devant le coffre. Il introduisit la clé, tourna lentement. Un déclic métallique retentit et la porte s'ouvrit. À l'intérieur, une simple chemise cartonnée. Il la saisit, l'ouvrit et sentit un frisson lui parcourir le corps. Des documents signés, des transferts d'argent entre des comptes offshore, des emails compromettants. La preuve indiscutable que Julien avait orchestré sa chute. Mais il y avait plus. D'autres. Non, des politiciens, des juges, des banquiers. Tout un réseau corrompu. C'était plus grand que ce qu'il avait imaginé. Et maintenant, il détenait tout. Il quitta la banque le plus rapidement possible, gardant la chemise serrée contre lui. Il ne pouvait pas rentrer à l'hôtel, c'était trop risqué. Il devait trouver une solution pour utiliser ses documents avant que Julien ne le retrouve. Il prit un taxi et se fit déposer dans un quartier où il savait qu'il ne serait pas repéré. Là, il entra dans un petit café et passa un appel. « Margot, Étienne, où es-tu ?»« J'ai trouvé les preuves. »
Un silence, puis sa voix plus grave. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Il inspira profondément. « Les rendre publics. » « Julien ne te laissera pas faire. Il n'aura pas le choix. » Margot hésita, puis dit « Je vais t'aider. » Il sourit légèrement. « Je savais que tu dirais ça. » Elle soupira. « Je suis fatigué de fuir. Il est temps que quelqu'un mette fin à tout ça. Alors faisons-le ensemble. » Le plan fut mis en place rapidement. Étienne utilisa ses derniers contacts dans la presse pour organiser une fuite massive des documents. Les articles commencèrent à apparaître dès le lendemain. Un empire financier bâti sur la corruption, les preuves accablantes contre Julien Marchand, un réseau de manipulation mis au jour. Les médias se jetèrent sur l'affaire comme des vautours. Étienne regarda les écrans avec une satisfaction froide. Puis son téléphone sonna. Il décrocha. « Tu es un homme mort, Étienne. » La voix de Julien était calme mais chargée de menaces. « Pas cette fois, répondit-il. Un silence puis un rire sans humour. « Tu crois avoir gagné ?»« Non, mais je t'ai empêché de gagner encore. » Julien raccrocha. Étienne ferma les yeux un instant. Il savait que ce n'était pas fini. Julien était un homme puissant et la chute d'un empire ne se faisait pas en un jour. Mais c'était le début de sa fin. Et cette fois, il ne laisserait plus personne lui voler son avenir. Le soleil se levait lentement sur Paris, projetant une lueur dorée sur les façades haussmanniennes. Étienne était assis sur un banc près des quais de la Seine, observant la ville qui, pour la première fois depuis longtemps, lui semblait différente. Il n'était plus l'homme ruiné, le fantôme de son propre passé. Il était celui qui avait fait tomber un empire, corrompu. Julien Marchand n'avait pas disparu du jour au lendemain. Les ramifications de l'affaire avaient été longues et complexes. Mais une chose était certaine, l'homme qui avait autrefois tout contrôlé était désormais traqué par la justice. Les preuves révélées par Étienne avaient déclenché une tempête médiatique et judiciaire. Des enquêtes avaient été ouvertes, des comptes gelés, des mandats d'arrêt lancés. Julien lui-même avait tenté de riposter, d'acheter des silences, d'intimider, mais le filet se refermait inexorablement sur lui. Étienne savait que son ancien associé ne tomberait pas sans se battre. Mais cette fois, la partie ne se jouait plus dans l'ombre. Il entendit des pas légers derrière lui et tourna légèrement la tête. Margot s'approchait, les mains dans les poches de son manteau. Elle s'arrêta près du banc et le regarda un instant avant de s'asseoir, à ses côtés. « Tu es enfin tranquille ?» demanda-t-elle. Il esquissa un sourire. « Autant qu'on peut l'être après avoir déclaré la guerre à un homme comme Julien. » Elle hocha la tête, son regard perdu sur l'eau qui scintillait sous la lumière du matin. « Tu vas partir ?» Il fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi je partirais ? Parce que c'est ce que tu faisais, avant. Tu disparaissais quand tout devenait compliqué. » Il laissa échapper un léger rire. « J'étais un idiot. » Elle le regarda et haussa un sourcil. « C'est toi qui le dis. » Ils restèrent silencieux quelques instants. L'air était frais, mais agréable, chargé de cette promesse de renouveau propre au matin paisible. « Et maintenant ?» demanda-t-elle enfin. Étienne inspira profondément. « Maintenant, je veux autre chose. » « Autre chose ? Une vie qui ne soit pas définie par ce que j'ai perdu ou ce que je veux détruire. » Margot le regarda longuement, puis un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Ça me semble être une bonne idée. » Ils restèrent là encore quelques minutes, profitant du silence et du calme. Puis, une voix enfantine brisa l'instant. « Vous êtes vraiment lents, vous deux. » Ils tournèrent la tête et virent Léa debout à quelques mètres d'eux, les bras croisés et une expression faussement sévère sur le visage. Étienne sourit et lui fit signe d'approcher. « Qu'est-ce qu'on a fait cette fois ?» Elle s'approcha et posa les mains sur ses hanches. « Vous passez votre temps à parler au lieu de faire des choses intéressantes. » Margot secoua la tête, amusée. « Et qu'est-ce que tu proposes ?» Léa haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais quelque chose qui ne ressemble pas à deux adultes assis sur un banc en train de réfléchir trop fort. » Étienne rit puis se leva, tendant la main vers elle. « D'accord, mademoiselle Fournier. Alors que suggères-tu » Elle prit sa main avec sérieux. « Petit déjeuner. Ensuite, on verra. » Margot se leva à son tour, hochant la tête avec approbation. « Ça me semble être un bon début. » Ils commencèrent à marcher ensemble sous la lumière douce du matin. Paris continuait de vivre autour d'eux, indifférente au drame qui s'était joué dans ces rues ces derniers jours. Mais pour Étienne, pour Margot et pour Léa, c'était le début de quelque chose de nouveau, un futur qu'ils allaient construire ensemble. Et cette fois,
Il n'allait plus le laisser lui échapper.